et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour peut-être ce qui va être la dernière partie du management des incarnés. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'on va réussir à avancer dans le texte, mais je pense qu'on se rapproche de la fin. Nous sommes donc sur la précarité subjective et la reconnaissance limitée. Les cadres, en général, sont 2,5 fois moins touchés par le chômage que les autres salariés. S'ils sont un tiers à déclarer se sentir tout à fait, ou plutôt menacés par le risque de chômage, les 2 tiers d'entre eux restent cependant confiants dans leur avenir. Simultanément, ils se disent stressés par l'instabilité stratégique et organisationnelle lorsqu'elle menace leur place et leur emploi de manière répétée, voire chronique. Dans le secteur public, les mobilités sont encouragées de manière explicite, au point de créer un sentiment de précarité subjective, Linhart en 2009. Dans le secteur privé, la peur du licenciement est régulièrement exprimée, surtout chez les plus de 45 ans. Les planeurs particulièrement disent travailler avec la certitude qu'ils sont déplaçables ou licenciables à tout moment. L'inquiétude et parfois la peur sont décuplées par l'absence de logique méritocratique claire. Certains sont licenciés alors qu'ils étaient considérés comme excellents. Ces décisions, que les autres jugent irrationnelles, mènent au sentiment qu'il n'y a pas de règle à laquelle ils pourraient se tenir. Ils disent alors leur malaise à voir leur destin professionnel soumis à l'arbitraire. Les cols blancs découvrent également qu'ils sont menacés, comme les ouvriers, par la délocalisation de leur activité. C'est marrant. Dont la plupart pourraient être immatériels ou la particularité de pouvoir être réalisés à distance. De nombreux planeurs ont déjà affaire régulièrement à des sous-traitants délocalisés, notamment dans les domaines de la conception, de l'informatique, de la comptabilité, de la finance ou des achats. Les planeurs se rallient majoritairement à l'idée que leur contrat salarial est fondé sur un jugement individualisé permanent, plus que sur l'ancien accord relationnel de confiance, de loyauté et de fidélité qui prévalait à la fin du XXe siècle. Ainsi disent-ils ressentir une grande précarité dans leurs emplois, bien que celle-ci soit objectivement bien moins grande et dramatique que pour les autres salariés. Ils perçoivent donc avec acuité leur rapport de force propre au salariat. Les planeurs ont conscience de faire partie d'un groupe salarial minoritaire qu'ils qualifient eux-mêmes de privilégiés. Comme nous l'avons vu, ils ont bénéficié d'une formation supérieure, sont plutôt issus de familles dotées en capitaux culturels, économiques, ont un emploi et de bons salaires. S'ils rappellent ces faits régulièrement, ils font aussi part d'un autre point de vue sur leur situation salariale, étonnamment proche de celui entendu depuis un siècle chez les ouvriers ou les employés. Lors des entretiens, même ceux qui occupent des postes de direction affirment régulièrement n'être que des pions. Le fait est encore plus net chez les jeunes, dont le travail taylorisé est sans limite d'horaire. Un trentenaire issu d'une des plus grandes écoles du commerce parisienne et travaillant dans une banque d'affaires dit éprouver vivement ce rapport de subordination qu'il illustre en disant « Mes clients exigent que j'envoie des mails à 4h du matin, par exemple. » Après avoir fait la liste des contraintes de ce type, il conclut « On est des soutiers. » Un de ses confrères clôture un entretien collectif par la phrase suivante sur un ton mi-figue mi-raisin. « Bon, faut que je vous laisse. Faut que je retourne à la mine. » Ailleurs, une consultante informatique de 34 ans analyse que dans les SSII, SS2I d'ailleurs plutôt, les employeurs vendent de la prestation de service, c'est-à-dire du temps homme au kilo. Ce sont des marchands de viande. La viande, c'est nous. La mesure de leur temps de travail, parfois à l'heure près, accroît la conviction d'être traités comme une ressource humaine par l'employeur. Nous, on est des outils pour faire du profit. On coûte cher, on doit rapporter plus, sinon on dégage. Ce discours peut être énoncé sur le mode de la résignation, du calcul, ou bien se faire plus amer lorsque la menace de licenciement devient claire. Ainsi, cette femme de 36 ans nous explique « J'ai été licenciée de manière brutale lors de la crise de 2008. On m'a dit... faut penser à une trajectoire externe. » C'est soft, hein? Et elle en déduit « Moi, je suis un pion, je suis un exécutant. » Une responsable qualité dans une industrie lui fait écho. On me donne une guideline, et moi, j'obéis. Tout va bien jusqu'au jour où on me dira que le poste est supprimé. Après 35 ans et au poste intermédiaire, le sentiment d'être des pions persiste. Ainsi, un secrétaire général d'une multinationale de presque 40 ans, installé dans un vaste bureau au 23e étage d'une tour de la Défense, m'explique que son entreprise n'a aucun respect de l'individu. Il argumente « Je suis cadre dirigeant, on peut croire que j'ai du pouvoir, mais en fait, on n'est que des pions. On n'est qu'une carte, dans un grand échiquier. On peut vous jeter, hein. Au fond, on n'est que des larbins.
Les planeurs se décrivent donc avant tout comme des rouages de la grande machine productive. Ces salariés, diplômés, bien payés, parlent d'eux-mêmes comme de salariés dominés, réifiés, manipulés, obéissants. Ce discours va dans le sens de la thèse de leur prolétarisation, énoncée par de nombreux sociologues depuis 50 ans, Mallet en 63, Bouffartig en 2001, Bouillot en 2012 notamment. Les planeurs se vivent comme des dominants dominés. Ils considèrent avec une quasi-unanimité que les opérationnels méconnaissent leur travail, même qu'ils le méprisent. Les salariés n'ont aucune idée du boulot qu'on fait. Le stéréotype du RH, c'est pète sec, mal fagoté, pas sympa. Pour eux, la DRH, c'est le KGB. Plus qu'une fonction support, c'est une fonction à supporter. Dit un DRH à ses collègues lors d'un échange de pratiques. Informaticiens, financiers, spécialistes des procédures, contrôleurs de gestion et autres chargés de missions de communication et de marketing tiennent un discours similaire. Ils ont le sentiment que les opérationnels les considèrent comme des parasites et des bureaucrates. Les opérationnels ont en effet un avis qui est peu élogieux sur les planeurs et leur travail. On nous dit que la direction des ressources humaines est à notre service, soi-disant que nous sommes leurs clients internes. Ça me fait bien marrer. La DRH, elle est là pour réduire les coûts, pour nous virer dès qu'ils le peuvent. Alors là, oui, monsieur est servi. Analyse cet opérationnel. Comme les autres, il conteste en outre le fait que les planeurs puissent lui dire ce qu'il doit faire, alors qu'ils n'ont aucune idée de la réalité de ce qu'est son activité et de sa beauté, de ses difficultés. Marielle voit les choses ainsi. Il y a des planeurs qui n'ont pas de métier, qui prescrivent le métier des autres. Ils sont là pour harmoniser, transversaliser, uniformiser, etc. C'est comme s'ils cherchaient à remettre de l'ordre sans rien comprendre de ce qu'on a fait. D'après la majorité des opérationnels, les planeurs sont perçus comme des salariés inutilement chers pour l'organisation et qui, paradoxalement, sont embauchés pour améliorer la productivité. La critique des opérationnels concerne également l'indifférence des planeurs à ce qu'ils font et à ses conséquences pratiques. Ainsi, par exemple, dans un groupe chimique, les responsables des méthodes d'achat sont loin des usines. D'après un opérationnel, ils ne savent pas à quoi sert ce qu'ils achètent. Leur objectif, c'est de gagner de l'argent et en dépensant. Ils ne portent pas d'attention à l'usage qui sera fait de ce qu'ils achètent pour l'usine. Ils s'en foutent, car ils ne le voient jamais. Ce type de jugement sur le travail des planeurs est régulier, concerne également les autres fonctions. La reconnaissance sociale que peuvent espérer les planeurs pour leur travail ne vient pas, donc, des opérationnels. Or, ils se plaignent de ne pas en obtenir davantage de la part de leurs employeurs. Quand ça marche pas, on nous tombe sur le dos. Quand ça marche, on nous oublie. Il n'y a jamais de félicitations de la direction, résume une ingénieure informatique. En outre, les planeurs ont presque tous le sentiment que leur hiérarchie méconnaît leur activité et ses difficultés. Ils disent d'ailleurs, presque tous, qu'elle ne vaut rien savoir. Notons qu'en miroir, les planeurs ont majoritairement une mauvaise opinion des dirigeants et de leurs performances. Les relations avec leur hiérarchie sont d'ailleurs citées comme étant les plus mauvaises qu'il y ait dans leur environnement. C'est marrant ça. Les planeurs ont donc le sentiment de n'être reconnus ni par les opérationnels, ni par leur hiérarchie. C'est donc pas cette reconnaissance sociale qui les amènerait à s'engager corps et âme dans leur travail. Ainsi, les conditions de travail des planeurs sont ambivalentes. S'ils ont des revenus nettement supérieurs à ceux des autres travailleurs, ils sont néanmoins égaux ou inférieurs à ceux des autres cadres. Le secteur de la finance mis à part. Ah bah oui, dans la finance, ça palpe bien la finance. De plus, ils jugent leur temps de travail excessif et épuisant, tandis que leur sentiment d'être des salariés instrumentalisés et pressés côtoie une peur de l'instabilité. Derrière le discours de créativité, d'autonomie, la norme structurante des carrières des planeurs reste l'acceptation sans discussion du mandat. Enfin, ils ont le sentiment d'être mal aimés, peu reconnus. Aussi, l'intérêt des planeurs à endosser ce rôle ne semble pas toujours suffisant pour expliquer leur zèle. Il faut donc envisager qu'ils ne soient pas seulement mus par un intérêt à, mais aussi par un intérêt pour. Les conditions matérielles de leur poste se conjuguent à un rapport subjectif, passionné à leur activité. Presque 3 planeurs sur 4 déclarent en effet trouver un intérêt dans leur poste. Leur satisfaction s'étale de 66% pour le contrôle de gestion à 80% pour la finance. Si ce résultat constate avec leur discours plutôt critique vis-à-vis de leurs tâches, c'est qu'ils arrivent à en faire une activité vivable, voire amusante. L'enquête mène alors à explorer l'hypothèse selon laquelle ils la transformeraient effectivement en un jeu captivant. Je suis pris au jeu. Bonjour Silmaril, comment vas-tu ce matin? J'espère que tu te portes bien. On est sur la dernière ligne droite du management désincarné de Marie-Anne Dujarrier. On est en train d'explorer pourquoi est-ce que les planeurs, pourquoi est-ce que les managers à distance font ça. Pourquoi est-ce que de tous les métiers du monde, ils ont choisi d'être ça et pourquoi est-ce qu'ils restent dedans?
quand il reste dedans. Parce qu'effectivement, on avait noté qu'à peu près 20%, je crois, un truc comme ça. Je sais plus les pourcentages qu'on a vu tout à l'heure. Je sais plus combien. Je suis même pas sûr qu'on a vu un pourcentage d'ailleurs, attends. Bon, il y a un certain nombre de planeurs qui se cassent de leur métier et qui partent totalement faire autre chose. Mais pour le coup, il y a quand même une bonne partie des planeurs qui restent quand même dans leur métier et qui font leur métier de planeur, quoi. Et donc là, on étudie le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils y restent? Pourquoi est-ce que, alors qu'ils en... littéralement, ils s'en plaignent constamment, il faut quand même ça. Malade, j'ai froid, maux de tête et mauvaise digestion, tête qui tourne et pas de force. Et toi? Alors moi ça va. Du coup j'espère que ça va aller mieux rapidement. Ça me gratte le nez, ça me saoule. J'espère que ça va aller mieux rapidement du coup. Moi ça va plutôt bien. Donc installe-toi, mets-toi avec les petites fougères, mets-toi dans le fond. Pose-toi, repose-toi avec nous. Normalement ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Je continue le texte. Je suis pris au jeu. Un spécialiste de la gestion des RH de 52 ans arrive à notre rendez-vous. À peine assis, il tente de me faire partager l'excitation et l'enthousiasme que lui procure la perspective de son nouvel emploi. Il consistera, explique-t-il, à licencier 500 personnes en 3 mois sans faire de vagues. Pour lui, c'est un beau challenge. Il dit être excité par cette mission, avoir hâte de commencer ce boulot, qui se présente, dit-il, comme une équation délicate à résoudre sur laquelle il va pouvoir déployer son intelligence et son habileté. C'est pas gagné, hein, mais c'est marrant comme défi, résume-t-il. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Ah, mon Dieu, tout ce qui va pas dans ce qu'il dit de ce monsieur. Tout ce qui va pas dans ce qu'il dit. On parle de licencier 500 personnes. Et le mec, il est en mode « Ah, c'est un jeu, c'est trop cool. Ouh !» Le but du jeu, c'est qu'ils râlent pas. Le but du jeu, c'est que je détruise leur vie sans qu'ils se rendent compte que je détruis leur vie. Ou sans qu'ils en prennent ombrage envers l'entreprise. Et franchement, c'est cool, hein. Ah, c'est bien comme jeu, hein. Ah, c'est beau, tiens. Je vais tirer à balles réelles sur des gens et le but du jeu, c'est qu'ils fassent pas de révolution. C'est exactement la même métaphore, hein. Ah, c'est insane, hein. C'est insane. C'est insane. Ce qui est fantastique avec ça, c'est que tu le vois que les gens veulent pas nuire sciemment, peu importe l'échelon. Et que ce sont tous autant des victimes du système que des oppresseurs et à des échelles variables. Tout à fait. Hier, j'ai pris un bain brûlant, j'étais si glacé que l'eau commençait à faire des glaçons. What? Ça, je pense que c'est pas ta faute. Je pense qu'il y a d'autres problèmes. Et effectivement, ça peut expliquer pourquoi tu tombes malade après. Bon, bref, je continue. Ce rapport amusé au travail qui pourrait surprendre est pourtant une norme sociale partagée chez le planeur. En effet, lors de nos entretiens avec eux, comme lors des échanges entre eux, surgissent avec une régularité remarquable des commentaires quant au caractère amusant, ludique, rigolo ou marrant de leur activité. Ils disent se passionner, s'éclater dans leur travail. C'est par ce rapport à l'activité qu'ils expliquent leur hyperactivité et leur engagement. Ils sont pris au jeu, analysent-ils régulièrement, au point où ils s'engouffrent dans leur activité parfois sans limite, sans regard pour leur vie hors du travail, à la manière d'un joueur passionné. Cette excitation est caractéristique de l'esprit du capitalisme contemporain, Boltanski, Chiapello en 99. Or, être en activité au nom de sa valeur intrinsèque est la définition même du jeu, dont la seule raison d'être, pour la conscience de celui qui s'y livre, est le plaisir même qu'il y trouve, Lalande en 83. Ce rapport ludique à la tâche peut avoir une fonction de justification ou de défense, mais il apparaît qu'il est aussi une construction collective d'un certain réel, utile pour arriver à la réaliser. Alors j'aurais tendance à te conseiller très fortement de ne pas attendre avant d'aller au médecin et de prendre rendez-vous maintenant pour aller au médecin. Parce que si plus tu attends, plus tu risques d'être de plus en plus mal en fait, ce qui est quand même con, ce qui est quand même un peu triste. J'aimerais bien que tu sois en bon état, c'est bien. J'aime bien quand les gens de mon entourage soient bien, c'est mieux, je préfère. Tu veux pas prendre rendez-vous au médecin pour nous? Ça nous ferait plaisir, tous. Parce qu'après on s'inquiète, c'est pas bien, hein. Le pire c'est que je peux voir à quel point tu peux tourner ça en jeu. Je vois la valeur ludique dedans. Oui. Ça coûte cher. C'est sûr que si t'as pas trop... Ouais, c'est vrai que moi j'ai les remboursements grâce à... Enfin, grâce. grâce. À cause de ma maladie génétique, c'est vrai que mes rendez-vous au médecin sont plutôt bien remboursés. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est vrai que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais ouais, te rends pas malade trop quand même, ça serait bien. Fais attention à toi, si possible. Si possible.
Les tensions entre tenants du réalisme économique chiffré et ceux du réel signalent que la définition d'une situation est une question de point de vue. Le réel de chacun est le produit de son activité, notamment par le cadrage qu'il pose sur le monde pour y agir. Wake en 95. Le cadrage, comme dispositif cognitif et pratique d'organisation de l'expérience sociale, nous permet de comprendre ce qui nous arrive et d'y prendre part. Il structure aussi bien la manière dont nous définissons et interprétons une situation, que la façon dont nous nous engageons dans un cours d'action. J'ai du mal à parler, ça me tue ça. Donc ça c'était Joseph en 98. Il fixe des conventions valables pour ceux qui agissent avec lui en leur fournissant une vision commune de la situation et la manière d'y agir, organise l'expérience, permet de construire un sens à l'activité. Goffman en 91. Le cadrage crée ainsi un foyer d'attention légitime dans l'activité. Tous les travailleurs, qu'ils soient caissiers du supermarché, DRH, techniciens, cadrent la situation en fonction de ce qu'ils ont à y faire. Ils centrent leur attention sur certaines dimensions du monde matériel, social, subjectif, et en occultent d'autres pour arriver à agir. C'est ce que fait si explicitement un chirurgien lorsqu'il pose un drap opératoire sur le corps d'un passant au moment de l'opérer. Le cadrage que posent les planeurs est lié à leur spécialité. Dans une agence commerciale, par exemple, un informaticien mesure le nombre de pannes, le volume des données ou la fiabilité des sauvegardes, là où le réel pour un DRH est fait d'effectifs, de mobilité, de taux d'absentéisme. Le qualiticien est davantage centré sur les modalités et critères de la certification. L'agence et les travailleurs ont beau être les mêmes, le regard porté sur eux est distinct selon le poste du planeur. Plus les planeurs sont spécialisés, plus la représentation est parcellaire. De ce fait, leur monde ne coïncide pas non plus avec celui des autres planeurs. De toute façon, je vais prochainement demander de faire un examen. Il y a un truc qui tourne pas rond, j'ai parfois des jambes coupées, le cœur qui s'emballe et la respiration difficile. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien de faire un bilan. Je pense que ça ne serait pas mauvais. Ok, c'est rien. Mais par-delà ces variations liées aux spécialités, nous observons un processus commun dans l'activité des planeurs qui consiste à construire un cadrage ludique sur leurs tâches. Ils créent alors un dedans rigolo, où se tient le jeu, avec des règles, des jours précis, et un dehors, à l'égard duquel ils semblent indifférents. Par ce cadrage, ils transforment une action sérieuse, réelle, en quelque chose de ludique. Goffman en 91. Sachant que ce qui fait qu'il y a jeu est moins la nature de l'activité que le rapport à celle-ci. Batson en 95. Le jeu est un fait d'ordre mental, une façon de voir le monde, de le penser, de l'imaginer. Henriot en 89. Cette jeune planeur confirme, ce qui fait qu'il y a du jeu, c'est lorsqu'on se fixe un objectif à atteindre, un challenge, mais ça ne change pas la tâche. Le caractère ludique du travail des planeurs provient essentiellement de ce qu'ils doivent agencer des manières agiles des abstractions, sous le regard connaisseur et compétitif de leurs pairs. Être auditeur, c'est mener des investigations. C'est marrant. Quand on est interrogé sur des points qu'on ne connaît pas, on a des montées d'adrénaline. C'est comme un jeu. Pour les jeunes planeurs, l'activité consiste à manier des abstractions sous pression temporelle. Cette tâche ingrate de prime abord offre pourtant selon eux la possibilité d'en faire un jeu. Ils doivent, sous contrainte de temps, combiner, penser, agencer, classer, ranger, créer, inventer, rechercher, comprendre, dénouer des énigmes, écrire des textes convaincants, etc. À la manière dont un joueur s'attaque à un casse-tête, à un sudoku. La tâche des jeunes planeurs demande et offre à la fois d'exercer son intelligence pour manier et agencer des abstractions avec habilité, rapidité, justesse. Cette jeune femme sortant de l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'administration, nous explique ainsi qu'elle aime réfléchir à un schéma global qui marche. En disant cela, elle met les mains autour de la tête, fait des cercles. Il faut comprendre ce qui marche ou pas. Je fais plus de maths, mais j'aime bien. Ça ressemble à l'esprit mathématique, on déroule tout. C'est ludique. Le rapport à la tâche qui leur est donnée est alors comparé à ce qu'ils ont expérimenté durant leurs études, notoirement en classe préparatoire. Les jeunes planeurs se trouvent régulièrement dans des situations d'urgence, qui les contraignent à réaliser des raisonnements sous une pression exceptionnelle. Ils évoquent à ces moments-là, a posteriori, comme une expérience intense, vertigineuse, jouissive, même si elle est généralement suivie d'une décompensation. Le plaisir d'exercer son intelligence abstraite dans une temporalité serrée perdure dans des postes de planeurs intermédiaires. Une DRH dans l'industrie nous explique avec enthousiasme à une réunion
quand on voit une décision de délocalisation se profiler, je calcule immédiatement dans ma tête ce que je vais faire de machin que je viens de recruter, où je vais déplacer trucs, comment je vais réagencer le poste. Avec une satisfaction visible, elle fait le geste de déplacer des pions sur un échiquier et conclut « C'est hyper excitant ». Un homme de 38 ans, financier dans une entreprise de service, décrit un plaisir comparable. En equity, vous êtes sur des projets qui durent 6 mois, 1 an, et puis vous jouez en permanence contre le temps. Une introduction en bourse, c'est très complexe. Il y a 600 tâches à faire et on ne peut pas en sauter une seule. Il y a des échéances à ne pas rater. Je n'ai jamais rien fait de plus compliqué. C'est un enchaînage de plein de trucs. Dès qu'on dérape, il faut revoir toutes les problématiques précipitées. C'est un gigantesque Rubik's Cube. C'est hyper grisant. Je m'éclate. À ce niveau, les planeurs doivent réaliser un projet en respectant les contraintes de temps, de qualité, de budget, avec une forte dimension collective. Au plaisir combinatoire s'ajoute alors une dimension stratégique, envisagée comme ludique. Les coopérations, les alliances, les coups de théâtre, les imprévus, les autres trahisons égrènent le récit de leur activité quotidienne comme autant d'aventures passionnantes dans un jeu de rôle complexe. Ouais, la prépa, un milieu sain, ça aussi. Oh, 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 oh. Il y en a des choses à dire sur les prépas. Les planeurs en charge de dispositifs les transforment aussi régulièrement en jouets. Ils expliquent le plaisir de comprendre leurs subtilités et leurs failles. Ils disent s'amuser à créer des extensions, sophistiquer des automatismes, rendre les dispositifs plus beaux, plus ergonomiques, voire le customiser, comme on le ferait pour une voiture. Cette activité contient une dimension ludique qu'ils explicitent parfois lorsqu'ils désignent les dispositifs dont ils s'occupent comme de leur joujou, de leur bébé. Être plus malin, plus rapide, plus exact que la machine, ou bien créer des compétitions imaginaires avec d'autres travailleurs qui interviennent sur elles, procure aussi des plaisirs d'ordre ludique, analysent les planeurs. Enfin, au niveau supérieur, la référence au jeu est explicite. Il s'agit de remporter des parties, de faire des coups, de ramasser la mise, de faire passer un projet, d'avancer ses pions pour encercler le client, de pulvériser les concurrents en jouant sur leur terrain, de remporter le deal, mais aussi de baiser les autres. Cette dimension agnostique se retrouve dans toutes les spécialités de planeur, avec d'autant plus d'intensité que la tâche est inscrite objectivement dans la compétition. Ainsi, cette femme dont le travail consiste à acheter et restructurer des entreprises pour le compte d'une multinationale nous dit « C'est comme dans une cour de récré, il faut savoir rendre les coups, tirer la couette à soi, on se bagarre en comité de direction, on se marre quoi !» Ici encore, la contrainte de délai, les obstacles, la compétition sont vécus comme des occasions d'intensifier le rapport ludique à la tâche, sans prendre en compte tous les gens qui se foutent du coup dans la merde. Hein. Voilà, c'est génial, hein. C'est génial. Les planeurs, c'est les Jackie Tuning des riches. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, ouais. Et ils sont tout contents parce que, bah, notamment, ils vont se mettre des petits tickets, des petits taquets entre eux, par exemple en comité de direction, alors que les décisions qu'ils prennent, ça consiste à on va virer combien? On vire 500 ou 550 personnes? C'est cool, hein? Ça vous donne envie? Ça vous plaît, hein? Et je reviens de la tournée. J'espère que ça s'est bien passé, que tu as pu bien manger avant. Mais c'est vrai que maintenant tu fais les tournées, c'est vrai, tu l'avais dit. Mais du coup, j'espère que ça s'est bien passé, que tu as bien mangé ce midi. Nous, on est sur la fin, on est sur la dernière ligne droite. Hein. On se rapproche drastiquement de la fin du texte. Je reprends. Nous avons alors posé la question suivante à un échantillon de 802 planeurs. Si votre travail était un jeu, que serait-il? Seul 0,6% 0,6% d'entre eux contestent la question, affirmant que leur travail n'en est pas un. Un tiers des réponses mentionnent des jeux qui sollicitent l'intelligence stratégique, logique, combinatoire, tels que les échecs, à ballonne, Go, Sudoku, Risk, etc. Les planeurs citent ensuite les jeux de cartes, d'adresse, de construction. Notons que les jeux sportifs et de hasard sont rarement évoqués. Ce serait donc plutôt l'habilité intellectuelle, conceptuelle et abstraite avec une composante agnostique ou stratégique qui procure une dimension ludique à leur activité. Vendu comme ça, j'ai presque envie de faire leur métier, ça a l'air rigolo. Ah bah ouais, hein. Ah bah ouais. Ça a l'air bien, hein. Ça a l'air bien. Ça, c'est quand même le truc qui te montre le souci. C'est que quand tu leur poses la question si votre travail était un jeu, quel serait-il? Tu n'as même pas 1% des gens qui te disent mais c'est pas un jeu. T'en as même pas 1%.
t'as là quand même l'écrasante majorité qui part direct dedans en mode oui, oui. Oui. Ok. Ok. C'est... Waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Michael Burraway, en 2008, soulignait à propos du jeu ouvrier que les règles du jeu sont évaluées d'un point de vue de résultats prévus du jeu. D'ailleurs, je me refais une aparté, je suis très curieux d'avoir les résultats si on posait cette question par contre à un échantillon d'ouvriers par contre. Si on prend un échantillon d'ouvriers, est-ce que quand tu poses cette question, tu as plus ou moins les mêmes pourcentages ou pas du tout? Ça, je suis très curieux. Mais d'ordre de ouf, hein, vraiment de ouf, hein. Vraiment de ouf. Vraiment ça me tue. Après tu peux considérer que ton travail est fun. On rappelle juste que leur travail consiste à faire des économies sur des gens. Oui. Entre autres choses, oui. Oui. Bref, il en va de même pour les planeurs. L'évaluation qui compte pour eux est celle que formulent les autres joueurs, c'est-à-dire leurs pairs, leurs employeurs, dans leur spécialité. Nous savons que pour faire carrière, un bon professionnel ne pose pas de questions, manie les abstractions avec brio, lance des projets innovants. C'est à l'aune de ces critères-là que le planeur peut gagner des parties. Alors loin d'être des monstres froids comme leur filment parfois les opérationnels, les planeurs font montre au contraire d'une grande sensibilité dans leur rapport au travail. Pris par le jeu, illusio au sens bourdieusien, ils disent l'intensité et la diversité des émotions qui traversent leur activité. Passion, ennui, enthousiasme, difficulté à faire face, énervement, amusement, stress, perdre son pied. Cette sensibilité concerne la relation aux personnes et aux choses qui leur sont proches, que leur cadrage sélectionne et qui sont dans le champ du jeu. Bourdieu en 2008, page 112. Ils entretiennent une méconnaissance et une indifférence manifeste à l'égard de ceux et de ceux qui se trouvent au-delà. Les planeurs disent finalement réussir à s'amuser en manipulant des abstractions, ce qui peut choquer vu de l'extérieur. Comment peut-on jouer avec des effectifs, avec de l'argent ou des missions de service public? Comment ne pas voir les enjeux concrets, véhiculés par ces abstractions? C'est que le cadrage ludique consiste précisément à instaurer une règle du jeu. Elle établit alors simultanément un hors-jeu, rejetant ainsi des pans entiers du réel, du flow en 97. Décréter que les conséquences de ce que l'on fait sont sans importance est le principe même du jeu. Kellois en 92, Huizinga en 2001. C'est ce que font les planeurs en créant ce hors-jeu pour arriver à travailler. Jouer pour arriver à travailler, la mise hors-jeu d'autres mondes. Je n'ai aucune idée de l'impact que j'ai sur la réalité du travail des gens qui vont utiliser ce logiciel. Il faut pas se poser la question, hein. Ceux qui font des plans sociaux, c'est pareil. Quand on vend du change management, on applique un truc générique sur une organisation, sans se demander si ça a du sens ou pas. C'est nécessaire de ne pas s'en poser pour pouvoir continuer. L'affirmation de cette consultante en système d'information illustre un propos récurrent des planeurs, que confirme, par la négative, se charger de missions performance dans un grand groupe. Quand j'ai commencé à me poser des questions, et à leur en poser, c'est devenu plus dur pour le boulot. Ça allait plus lentement. Puis, je voyais bien que ça se faisait pas. J'ai tenu 6 mois, et on a décidé de faire un licenciement à l'amiable. Ce témoignage rappelle une règle du jeu chez les planeurs, érigée en norme professionnelle indépassable pour construire une carrière. Éviter, autant que faire se peut, d'évoquer la dimension concrète des symboles maniés quotidiennement. Mandatés pour optimiser des valeurs abstraites, majoritairement quantifiées, les planeurs affirment régulièrement qu'ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière les chiffres. Cette femme de 50 ans, chargée d'un projet informatique dans l'assurance, explique « Je dirige un gros projet informatique. On bosse comme des fous pour tenir les délais. C'est très excitant et c'est fatigant à la fois. » Puis, dans un moment plus réflexif, elle dit d'une traite « L'autre jour, je me suis dit que ce projet d'informatisation va forcément supprimer des emplois. Je me suis alors dit qu'il y aurait des gens virés, à la fin. J'ai eu les boules. C'était la première fois que je me faisais ce genre de réflexion en 30 ans. Alors j'en ai fait des projets, hein. » Une responsable des rachats d'entreprise dans une multinationale m'explique avec un plaisir manifeste. « Aujourd'hui, j'ai acheté une boîte en Colombie. On va bientôt mettre des gilets pare-balles, rigole-t-elle. Ça commence déjà bien. Hein. Le témoignage, il commence bien déjà. Oh putain. Donc rigole-t-elle, avant de poursuivre comme pour me rassurer. Non, en fait, hein, on n'y va pas, hein, je déconne. Hein.
Plus tard, elle me dira « Mon travail est futile, hein. Il n'a pas de conséquences sur le monde. Hein. » Pourtant, explorant avec elle le destin de cette entreprise, rachetée à distance, elle poursuit. Ils sont 3000 dans cette usine, là où il suffirait de 1000. On va mettre cela au carré pour rentabiliser notre investissement. Waouh. Et coucou Guérit, coucou à toi, merci énormément pour le raid. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu te portes bien. Qu'est-ce que tu faisais de beau, du TFT encore? J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que ça s'est bien passé. Nous, on est en plein live de lecture de sciences sociales. On est sur la dernière ligne droite. Et là, on vient de faire un témoignage incroyable. Déjà, racisme. C'est bien. Ça commence racisme. Voilà, ça, c'est bon. On est bon. Derrière, vraiment le côté élitiste dégueulasse en mode non, mais je vais pas y aller. Je vais pas aller mettre mes pieds là-bas dans ce pays de pauvres. De pauvres et de criminels là, non mais oh, j'ai autre chose à foutre. Et derrière, on vient se dédramatiser et se déresponsabiliser. Non, non, mais franchement, moi, ce que je fais, ça a pas de conséquences. Hein. Et à la fin, tu conclus en disant, bah ils sont 3000, je vais en virer 2000. Ok. Ok. Ouh. Trop bien. Trop bien. Cool. Oui, du TFT, ok, j'espère que ça s'est bien passé du coup, j'espère que ça s'est bien passé. Donc du coup tu arrives sur de la vulgarisation de sciences sociales, donc sur le management désincarné. On est en train de taper le monde du travail un petit peu violemment, comme d'habitude. De manière très légère et discrète. Ah, franchement, ça va, on est plutôt réglo. On tape pas trop, hein. Franchement, on est quelqu'un de bien. On est quelqu'un de bien. Non mais c'est ouf, hein. Ce témoignage, il me tue, hein. Oh là là. Oh, ce témoignage qui me tue. Déjà la meuf elle commence, elle te dit aujourd'hui j'ai acheté une boîte en Colombie, on va bientôt mettre des gilets pare-balles. Déjà tu vois la première phrase, tu sais que ça part mal. Tu sais que ça part mal, c'est pas possible. Et après il y a rien qui va. Oh là là, il y a rien qui va. Mon dieu, et c'est ces gens-là qui prennent des décisions. Ah mon dieu. Je vais nettoyer mes lunettes, voilà, je vais en nettoyer mes lunettes. J'en ai besoin. Voilà. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Mais enfin. Faut pas s'attacher à ce que tu dois potentiellement sacrifier un jour. Ouais, non, il vaut mieux pas. Hein. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Bon, je vais continuer la lecture quand même. Hein. Pour tenir le point de vue du plan, c'est-à-dire de l'abstraction, il est plus facile et même parfois indispensable de rester indifférente à son expression concrète, comme le dit très clairement ce RRH. Comme RRH, je n'ai pas besoin de connaître les gens. Ça nous arrange de pas le savoir. La vie privée est privée, hein. Faut pas tisser de lien avec les salariés. On peut être mal à l'aise si on les connaît. Connaître leur travail, c'est pas souhaitable non plus. Après, quand il faut sanctionner, on a des états d'âme. C'est plus dur. Finalement, penser aux dimensions matérielles, sociales et humaines de ce qu'encadrent les dispositifs en pèse, complexifie considérablement l'activité des planeurs. Bah ouais, parce que du coup, tu te rends compte qu'en fait, les gens en face, c'est des gens, putain. C'est con, hein. Si tu prends en compte qui sont ces gens, bah tu te rends compte que c'est des gens, tu te rends compte que c'est pas des chiffres. Oh, c'est quand même incroyable, hein. Eh, encore heureux qu'il prend pas en compte que c'est des individus, hein. Reste bien centré sur le fait que c'est des chiffres, hein, Coco, hein, parce que sinon tu vas mal le vivre, hein. Oh, bordel. Ressources humaines égale ne pas prendre en compte les humains. Si, prendre en compte les humains, mais comme des ressources qui sont aussi remplaçables que l'électricité, l'eau, ce que tu veux. C'est justement là tout le truc, hein. Une soustraction de chiffres, c'est plus facile à faire que de savoir que tu mets une famille de 4 avec un salaire en moins. C'est ça, hein. C'est ça. Ou encore de prendre en compte que là, encore une fois, on retombe sur le même truc que moi j'avais vécu. Je vous en ai déjà parlé. Alors déjà pour toi, petite fougère de YouTube, j'en ai déjà parlé sur les rediffs des précédents lives. Enfin des précédentes lectures de sciences sociales. Mais pour vous aussi, sur Twitch, je vous en ai déjà parlé. Le coup, j'avais un patron qui voulait donner une prime à un employé qui vendait vachement bien. Sans prendre en compte... Et réduire aussi, il voulait faire une sanction à une employée qui produisait, selon lui, pas beaucoup de revenus, qui marchait pas très bien, qui vendait pas très bien, sans prendre en compte que son vendeur phare, qui vendait vachement bien, avait la charge du rayon chaud, du rayon en fait promotion, du rayon qui met en avant tout au long de l'année les produits qui partent bien,
C'est-à-dire que c'est pas un rayon qui est spécialisé sur un truc spécifique, non. C'est un rayon qui a là qu'une seule fonction, c'est qu'on y met les produits qui partent bien au moment là précis où tu mets les produits en vente. Tu sais que par exemple l'été, c'est le rayon qui va vendre les climatisations dans le Var. Voilà. Donc étonnamment, il fait du gros chiffre ce monsieur. Franchement, c'est étonnant, putain. Il a un rayon qui ne sert à vendre que les produits qui marchent du moment et il a un bon chiffre. Putain, ah ça tue hein. Et à côté de ça, t'avais l'autre employé, du coup, la vendeuse, qui elle faisait sur lui pas un très bon travail parce qu'elle vendait pas bien, qui était en charge du rayon notamment des boîtes aux lettres. Elle vendait notamment les boîtes aux lettres. Et donc du coup, bah, tout au long de l'année, elle faisait pas un chiffre énorme parce que bah, les boîtes aux lettres, c'est pas un truc que t'achètes tout le temps en fait, et c'est pas ce qu'on peut appeler un produit chaud, loin de là. Donc t'as pas de moment de l'année où d'un coup les gens se mettent à acheter plein de bâtiments, à acheter plein de villes ou quoi. Enfin, non, ça ne marche pas comme ça. Parfois il y a des gens qui ont besoin d'acheter une boîte aux lettres et plein de moments où ils en ont pas besoin. Donc ils en achètent pas. Bref, et donc du coup ils voulaient juste prendre en compte les chiffres, les revenus. Et t'es là en mode mais ça n'a pas de sens en fait. Si tu prends pas en compte le travail que fait la personne, concrètement qu'est-ce qu'elle fait, mais ça n'a tellement aucun putain de sens. Après, c'est sûr que c'est plus simple. Hein. Oh, tiens, là, je vois que lui, il a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, bah, c'est qu'il travaille bien. Elle a fait 300 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Bah, c'est qu'elle travaille pas bien. Et puis voilà. Tu t'arrêtes sur ça et puis tu vas pas plus loin. Ah, c'est vachement plus simple après ton travail. Hein. Bon, par contre, il est nul à chier. Hein. Mais par contre, il est vachement plus simple. Ça, on peut pas le retirer. Ah, franchement, c'est facile. Hein. C'est facile à faire comme travail. Je m'étais énervé avec cette personne. Étonnamment, je tiens à vous le dire. Ça fait partie de ces patrons qui m'ont jamais trop rappelé. Alors, je tiens à préciser d'ailleurs que c'est un patron qui s'était déjà plaint lorsqu'il m'avait engagé une première fois pour un contrat. Il m'avait déjà engagé une première fois pour un conseil, enfin pour une mission de conseil externe. J'étais venu passer un mois dans son entreprise et il m'avait rappelé pour une deuxième mission. Et après, il m'a plus jamais rappelé. Mais les deux fois, je l'ai défoncé en même temps. Les deux fois, il prend des décisions qui sont d'une bêtise crasse. Et quand tu lui dis, très gentiment, hein, parce qu'encore une fois, là, j'y vais franco. Là, on est entre nous, vous comprenez, entre nous, YouTube, Twitch. Enfin voilà, on est entre personnes de bonne qualité. J'y vais franco et je suis tout à fait franc. En entreprise, je suis beaucoup plus policé. Par contre, moi, je vous transmets le message. Hein. Si à un moment donné, votre décision, elle est complètement con, je vais vous expliquer par A plus B pourquoi est-ce que c'est pas efficace. Je vais pas vous dire que c'est complètement con. Je vais vous montrer que statistiquement, bah, ça va pas être probant, ça va pas être efficace, que c'est pas la meilleure décision à prendre et ainsi de suite. Mais ça, pour plein de gens à la direction, c'est une insulte. Leur dire qu'ils ont pas raison, mais c'est littéralement les insulter pour eux. Alors que ça n'a rien à voir, vous n'êtes pas du tout dans l'insulte. Juste vous faites un constat que bah ça marche pas, c'est pas efficace. Voilà. Mais c'est insupportable pour eux. Et après, bah, ils vous rappellent pas. Ils ont envie d'avoir des planeurs, donc des gens qui font ces types de métiers-là, qui disent oui, vous avez raison, il n'y a pas de souci. Vous voulez ça, on va le faire, promis. Et du coup, tu fais ça en mode c'est un jeu et compagnie, puis tu vas virer je ne sais combien de personnes, tu vas faire des décisions qui sont complètement dégueulasses, mais t'es dans le sens de la direction, donc c'est bon, t'as ton contrat, t'es payé, t'es heureux. Ah là là. Est-ce que je vous ai dit que le monde du travail me dégoûtait? Je sais pas si vous avez remarqué. C'était peut-être pas encore évident. Bref, je m'y remets. Erving Goffman, en 91, pointe la capacité d'une définition ludique de la situation à se débarrasser complètement des significations que nous attribuons ordinairement au monde qui nous entoure. C'est bien ce processus qui est en jeu dans l'activité des planeurs lorsqu'ils font un jeu. Jouer le jeu implique par définition la mise en suspens des présupposés et des procédures de la vie sérieuse, dans un microcosme artificiel. Garfinkel en 2009. Les planeurs allègent ainsi leur tâche par sa ludification, c'est-à-dire par la construction d'un point de vue ludique de la situation, au sens qu'en donne Jean-Jacques Henriot en 89. L'idée de jeu est avant tout une affaire de point de vue. Elle suppose un survol, un détachement, une sorte de légèreté mentale, au moins provisoire, qui n'a rien d'un retour à l'esprit d'enfance, mais qui amène à voir les choses d'une manière plus abstraite, moins immédiatement engagée. Les planeurs peuvent maintenir deux conceptions distinctes de l'activité par ce cadrage ludique qui instaure deux mondes. Cette distinction entre un monde proche, dans lequel se déroule le jeu, et un monde lointain, à l'écart duquel ils sont indifférents, a déjà été mentionnée dans les recherches sur les cadres. Melville Dalton, cité par Cohen en 2013, page 565, disait que les dirigeants avaient leur clique, propre à une zone d'activité. Elle désigne un petit groupe qui entoure le chef, partage ses secrets,
entretient avec lui une relation proche et directe. Elle est distincte de la zone d'impact de leur travail plus lointaine. Christophe Dejour, en 98, observe également que les cadres se réfèrent différemment à leur monde proximal et à leur monde distal. Cette opposition est également faite par Everett C. Hughes en 62, concernant les groupes internes et externes qui s'opposent à un nous et un eux. Comme lui, nous observons que les émotions, le sens moral et l'engagement sont visiblement déployés à l'égard des premiers et rétrécis concernant les seconds. Ce processus est sans doute à l'œuvre dans toute activité, quelle qu'elle soit. T'imagines la direction embauche des gens pour une tâche pour laquelle les gens sont formés mais pas eux, pour que ces gens disent oui à une décision non éclairée. Bah ouais, hein. Et mais c'est ça. Hein. Dans beaucoup de situations, on est là. Hein. Malheureusement, dans beaucoup de situations, on est là-dessus. On est là-dessus. Parce qu'on n'est pas sur de la compétence, on est sur de l'idéologie. C'est ce que vous a montré notamment l'ouvrage qu'on est en train de lire depuis pas mal de temps. Il y a eu carrément des chapitres concernés là-dessus qui vous montrent bien que justement, on est sur de l'idéologie. On est sur un dogme. On n'est pas sur des compétences. On n'est plus sur des compétences. On est sur un dogme. Il y a une croyance. Et il faut continuer à la répandre, il faut continuer à la valider. Quand bien même, d'ailleurs, ceux qui la répandent et qui la valident n'y croient pas. Encore une fois, on revient sur le chapitre qui était sur c'était quoi des pratiquants non-croyants. Voilà, c'est typiquement ça. Vous avez des pratiquants, ils vont pratiquer ce dogme, ils vont répandre ce dogme, ils vont continuer à mettre en avant cette idéologie, mais ils y croient même pas. Ils n'y croient même pas. C'est quand même ouf. Mais le capitalisme, c'est du raisonnable, c'est de la logique, pas de l'idéologie. Ouais, si seulement. Si seulement. La construction sociale de l'indifférence n'est donc pas d'abord idéologique ou psychologique. C'est pour arriver à travailler que les planeurs la construisent. Elle met à distance ce qui embarrasserait leurs tâches, pourrait même les paralyser. Le besoin d'indifférence des spécialistes du travail, abstrait à l'égard du travail concret. Marx, en 93. Se retrouve donc ici avec netteté, sous la forme d'une construction sociale. Dans le cas des planeurs, il est facilité et accentué par la distance qui les sépare de ceux que leur dispositif encadre. L'indifférence à ce qui est hors jeu est d'autant plus facile à entretenir que la distance topographique, organisationnelle, temporelle, causale aux autres réels est grande. Or, cette distance, nous l'avons vu, est constitutive du poste et de la place sociale des planeurs. Loin des yeux et du corps des travailleurs, ils ne sont pas touchés par le destin de l'activité que leur dispositif encadre. S'ils affirment connaître en détail les problèmes du terrain, nous constatons que c'est toujours par une médiation symbolique. Un historien de la comptabilité relève ainsi l'indifférence inhérente au contrôle à distance à l'égard du processus technique des clients et des employés. D'après lui, il existe une relation qui lie matériellement, techniquement, éthiquement la distance à l'indifférence. Cette relation devient politique, elle n'est pas seulement économique ou technique. Johnson en 91. Diderot notait qu'il est plus facile de tuer un homme à distance qu'égorger un bœuf de ses mains. De même, si un tremblement de terre venait à engloutir des myriades de Chinois, cela n'empêcherait en rien l'Européen de retourner à ses affaires avec le même bien-être et la même tranquillité que si rien n'était arrivé. Alors que s'il devait perdre son petit doigt, il n'endormirait pas de la nuit, observa Dan Smith en 2014. La distance facilite en effet le sentiment d'indifférence. Ginsberg en 2001, Boltanski en 2007. Or, d'un point de vue socio-historique, la montée de l'indifférence peut être mise en rapport avec la transformation de la société. Davantage de dispositifs qui mettent à distance et dépersonnalisent des cercles sociaux plus larges et des interdépendances plus abstraites. Vincent Buffo, 2009. Ces longues chaînes de médiation technique éloignent du face-à-face. Le cadrage ludique est d'autant plus facile à tenir pour les planeurs que la distance objective avec les autres mondes est une donnée organisationnelle de leur métier. On notera quand même qu'il y a un Adam Smith qui a bossé en 2014 sur la question. Voilà, pardon, mais ça me fait rigoler. Nous pourrions faire l'hypothèse de l'action des planeurs est évaluée à l'aune d'autres mondes par un point de vue extérieur qui questionne ce cadrage ludique. Or, il s'avère que la qualité, la pertinence, l'efficacité des dispositifs que les planeurs contribuent à diffuser ne font pas l'objet d'une évaluation sérieuse et systématique. Les planeurs le savent et le reconnaissent comme une évidence. Être consultant en stratégie, c'est comme lancer un ballon de l'autre côté d'un mur. On sait absolument pas ce qu'on a fait, ni si on a été utile, m'explique un consultant junior dans un cabinet de stratégie. C'est ouf. J'ai préféré pas relever, je savais pas si c'était vrai ou non. Si. Si, c'est vrai. Je l'ai vu et j'étais là en mode... Ok.
On va lire et on notera après. Bref. Un responsable informatique me dit sur le même ton. En fait, ça ne se fait pas vraiment d'évaluer des projets. Enfin bon, ça dépend. On voit en gros s'il y a des bugs, si on a tenu des délais. Sur le projet d'organisation, on a un but de réduction des coûts. Mais en fait, on mesure très rarement les gains. 4 raisons sont évoquées avec constance pour les planeurs, pour expliquer l'absence d'évaluation de leur propre activité. Tout d'abord, trop de paramètres interviennent pour le cours d'un projet pour savoir ce qui relève du dispositif lui-même. Ensuite, les opérationnels détournent ou appliquent mal les dispositifs, arguent les planeurs. Surtout, le coût de cette évaluation serait trop élevé. Enfin, les dirigeants et les planeurs ont une mobilité telle que les effets de projet qu'ils lancent n'ont en général pas le temps de se produire avant leur changement de poste. Comme l'explique ce même responsable informatique. Les résultats, ils ne s'obtiennent pas tout de suite. Au bout de 3 ans, on oublie. Et puis le contexte a changé. Et puis la boîte elle-même, elle a changé de paramètres. Donc on peut pas évaluer, vous voyez. C'est pratique, hein. C'est pratique, hein. Ah là là, c'est tellement pratique. L'évaluation des dispositifs de NMP est également inexistante, bien qu'il place en son centre la question de l'évaluation, Peters et Savoy, en 98. Les rares tentatives sont grevées de lourds défauts méthodologiques, qui se focalisent sur des aspects restreints, non scientifiques. L'absence d'évaluation sociale ne pose pas de difficultés pratiques aux planeurs, puisqu'ils observent, comme le confirment les recherches néo-institutionnalistes, Hérault en 2013, que la légitimité d'un dispositif n'est pas liée à son efficacité. Les dispositifs stratégiques, marketing, financiers, industriels ou de gestion de ressources humaines ont des conséquences opérationnelles. Or, la dissociation du rapport social et des relations sociales mène à ce que les planeurs ne soient pas confrontés significativement au réel des autres, et donc à leurs critiques. Les événements sur le terrain leur parviennent, mais ils se présentent sous la forme d'un mail, d'un rapport, un chiffre, une diapositive projetée dans une salle de réunion. Ils leur sont connus par des notes, par des chiffres, par des ratios, par des smileys. Ils s'inquiètent de ce que certains indiquent, une évaluation négative, ou se réjouissent au contraire de leur bonne tenue. Mais ces informations restent froides. Informés, les planeurs n'en sont pas pour autant affectés, contrairement au cadre de proximité. En revanche, ils sont très sensibles à ce qui se joue dans le cadrage ludique et ce qu'ils éprouvent pleinement. En somme, le cadrage ludique chez les planeurs est à la fois une manière pratique de réussir à agir, et c'est un moyen de reconnaissance par les pairs sur le marché du travail. Centrer l'attention sur des abstractions fait coïncider leur valeur intrinsèque de l'activité avec sa valorisation professionnelle. L'intérêt pour va de pair avec l'intérêt à. Cet accord contribue à reproduire les rapports sociaux de production, Thomson en 88. De plus, les rapports ludiques à la tâche produisent une accélération chez des cadences de travail des planeurs, une extension des horaires travaillés, volontairement. Comme chez les ouvriers, observé par Burawoy. La ludicisation mène donc à une grande exploitation de ses salariés. Elle masque aussi les rapports de production, favorise alors leur acceptation. Donc les gens se tuent la santé, savent que leur idéologie c'est du pipeau, mais ils la brandissent tout le temps pour se justifier auprès des autres. Ont conscience qu'elles sont bien payées et savent qu'elles font du vent sans conséquences directes. Je sais que c'est un métier lourd de conséquences pour l'individu, mais un métier où tu es si creux, c'est choquant. Bah ouais. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Et c'est pour ça que quand t'en as certains qui craquent, et c'est pas une part non négligeable, hein, t'en as beaucoup qui craquent, ils partent sur mais vraiment totalement autre chose. Ils partent dans une reconversion sur des métiers très concrets, généralement dans des métiers par exemple dans l'agriculture, des métiers d'artisan, d'artisanat, ce genre de choses, parce qu'ils ont besoin de justement d'un coup trouver du sens à ce qu'ils font, ils ont besoin d'avoir quelque chose dans les mains, parce que justement, comme tu le dis, c'est un métier où t'es si creux que c'en est effroyable. Et t'en as beaucoup qui vont rester dedans quand même, parce que sinon ils perdent leur place sociale. Sinon ils perdent ce statut, ils perdent leur revenu, en fait ils vont avoir une diminution de leur revenu qui est pour eux intolérable, qui est impossible. Et ça c'est ouf, vraiment tu vois ça et tu vois dans quel état ils se mettent eux-mêmes et toutes les constructions que du coup ils ont pour en fait réduire la dissonance cognitive qu'ils ressentent, pour essayer de justifier le fait qu'ils continuent à faire ça alors que tous les signaux sont là pour dire c'est de la merde, t'es pas heureux, c'est en train de te bouffer, ça te détruit. Mais on continue. Les planeurs affirment presque tous qu'ils travaillent énormément, recours à des manières intensives et à une intelligence vive et plastique pour réaliser leurs tâches. Ils affirment également
qu'ils n'ont pas le temps de lire, de penser, de prendre du recul en dehors de leurs heures de travail, moment si rare. Le manque de temps, le manque de disponibilité intellectuelle sont deux raisons régulièrement citées pour expliquer la difficulté de penser autre chose ou autrement que ce que le cadrage ludique induit. Mais des planeurs à la réflexion proposent d'inverser la proposition. En fait, dans mon boulot, il n'y a pas de stress. Je me fabrique du speed pour ne pas être là, pour fuir le réel, pour ne pas penser. Quand je speed, je ne retiens rien. Speeder, c'est éviter de sentir, c'est fuir la réalité de mes émotions. Ça me permet de ne pas penser ce qui est important. Dans cette hypothèse, le manque de temps n'est pas le problème, mais c'est la solution. Il permet de tenir la pensée hors d'état de nuire à la productivité de l'activité comme à la carrière. Là, c'est encore meilleur. Là, c'est que tu en es à un tel point, tu te rends tellement compte à quel point tout ça c'est du flan, à quel point c'est de la merde, à quel point ça te bouffe, que du coup, tu fais exprès de te mettre dans des conditions encore plus stressantes, encore plus violentes pour toi, pour ne même pas avoir le luxe de pouvoir penser au fait que tu passes pas un bon moment, que ton métier c'est de la merde. C'est incroyable quand même, hein. On a un niveau d'aliénation qui est incroyable. On file un accès aux besoins nécessaires à tout le monde. On abolit le capitalisme, on robotise tous les trucs qui sont aliénants et on laisse les gens faire des trucs par passion. Il faut abolir le capitalisme pour le bien-être des valets du capitalisme. Mais on pourrait plus se placer socialement au-dessus des autres. C'est triste. On aime bien, hein. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, hein, notamment en cours. Vous savez, l'homme est un loup pour l'homme, mon cul, tout ça là. Donc il faut continuer à dire que si, c'est important de pouvoir maintenir le système comme ça, c'est important. Bah non, parce qu'après, si on se retrouve tous au même niveau, on pourra plus dire qu'on vaut mieux que l'autre. C'est triste. On va devoir faire l'effort d'essayer de comprendre autrui. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ouh. On va devoir comprendre les étrangers. Ouh, ça fait peur. Ouh. Ah non, hein. Non, hein. Non. Oh non, il faudrait pas faire ça. Hein. Ouais, c'est la nature humaine. Hobbes, c'était une philosophie parmi d'autres étudiées et critiquées en cours de philo. Chut. Simone Weil, en 2002, observait déjà chez les ouvriers d'Alstom que penser, c'est aller moins vite. De même qu'un ouvrier qui travaille à la chaîne arrête de se poser des questions sur sa situation pour arriver à tenir son poste, les planeurs doivent éviter de penser à certaines dimensions de leur fonction pour tenir leur rôle. Aussi sont-ils sollicités, voire sursollicités pour penser dans ce cadre. En revanche, ils ne peuvent penser le cadrage lui-même sans courir le risque d'inefficacité, d'exclusion professionnelle. Deux formes de déploiement de l'intelligence des planeurs apparaissent alors. L'une hors cadrage, et donc possiblement celle qui serait capable de penser le cadrage elle-même, empêchée, restreinte, et l'autre dans le cadrage, brillante, rapide, combinatoire, capable de créativité, de virtuosité abstraite, et même de moralité. Celle-ci n'est pas nécessairement plus instrumentale que la première, elle est surtout, comme nous l'avons vu, socialement divisée, prescrite, hiérarchisée, contrôlée. Les planeurs gardent un jugement moral vif dans le cadrage qui délimite leur aire d'activité, comme à propos de l'évolution de la société et du monde du travail en particulier. Ils sont capables de réflexivité sur leur propre rôle dans ce qu'ils désignent comme le système. De ce point de vue, s'ils disent ne pas avoir le temps de penser, ils pensent malgré tout. Ce double régime de pensée ne provient pas d'un trait de personnalité individuelle ou psychologique. Comme nous l'avons vu, ce sont des processus sociaux qui les amènent à se retrouver dans une situation déterminée par une histoire, par des rapports sociaux, par un contexte, situation à laquelle ils répondent en évitant d'en penser certaines dimensions. Oh mon Dieu, vous imaginez, c'est en train de dire que, attendez, en fait, l'être humain est... c'est un être social, et en fait, c'est pas parce que tu es un élu de Dieu que tu as tel ou tel poste, et que tu as tel ou tel comportement, c'est juste parce que tu es placé dans un contexte qui fait que tu produis ce comportement ? Non, quand même pas, vous imaginez ? Quelle honte de croire ça. Par analogie, c'est rigolo de voir que la pandémie a causé le grand départ dans le monde. Des gens qui, en ayant été forcés de prendre des temps morts, se sont rendus compte que finalement leur job était pas ouf et souvent mal payé pour le temps investi. Par exemple dans le milieu de l'hôtellerie. Et bizarrement, les patrons ils ont énormément insisté pour qu'on retourne au travail. Bah ouais, attends, tu leur donnes du temps et ils en font quelque chose. Et ils se rendent compte que c'est de la merde le monde capitaliste. C'est étonnant. C'est étonnant quand même. Pour une fois dans leur vie, ils ont pu mettre en pause quelque temps. Parce que c'est ce qu'on fait dans notre société. On essaie de faire en sorte que vous n'ayez jamais de temps de pause, que vous ne puissiez jamais penser. Jamais repenser votre travail, votre place, votre structure. Jamais, à aucun moment. Dès le moment où tu rentres à l'école, c'est fini.
on te met une belle ligne de course, et vas-y, hein, vaille que vaille, tu tiens jusqu'au bout, hein. T'auras le temps de penser plus tard, t'inquiète, peut-être, un jour, on verra. Si t'es ouvrier, t'as quand même plus de chances de mourir de ton travail. Mais attends, t'inquiète, vas-y, cours. C'est important. C'est important. Ah là 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 là. Ce cadrage et les restrictions qu'il impose à la pensée sont connus des planeurs eux-mêmes. Ils en parlent et ils s'en plaignent. Mais tant qu'ils jouent le rôle du planeur, ils doivent, du point de vue de leur activité quotidienne comme de leur carrière, se reporter à cette norme collective, à cette règle du jeu. Les planeurs se disent pris au jeu, parfois même aux dépens de leur santé. Moi, j'ai pas le temps de penser. Je travaille 13 heures par jour, de 8 heures à 21 heures. Et un jour, le week-end. Je travaille comme une bête. Je sens bien que je tire trop sur la corde, hein, mais je suis pris au jeu. Ce témoignage rappelle que se prendre au jeu, ça provoque une mobilisation intense pour des raisons intrinsèques à l'activité. Elles la rendent désirable, favorisent le zèle, avec bien plus de puissance que les incitations financières externes. Le joueur est prêt à dépenser du temps, de l'argent, et même à dégrader son sommeil et sa santé pour jouer. Puisque prendre au sérieux le jeu est une condition de son existence, celui qui joue prend à cœur, parfois sans recul, ce qui se passe dans le cadrage ludique. Ce rapport engagé du joueur, pour qui il se passe dans le périmètre ludique, se retrouve très nettement chez les planeurs. Or, il se combine avec un détachement manifeste que favorise le rythme professionnel. La temporalité des planeurs est en effet structurée par la succession de projets. Chacun clôture, tout en la qualifiant de réussite ou non, une tranche d'activité. L'enjeu principal pour les planeurs est leur mobilité et leur réputation. Or, comme l'analyse Harold Garfinkel en 2009, parmi les 9 propriétés formelles du jeu, est l'existence d'une structure temporelle telle que, à toute étape du jeu, chacun des joueurs peut savoir qu'à un moment donné, la partie sera terminée. Il s'agit d'un épisode bien délimité. En outre, on peut savoir facilement s'il y a échec ou réussite. Et si les choses tournent mal, un joueur peut toujours laisser tomber le jeu et le transformer en un autre jeu. Ainsi, les temporalités objectives de l'activité en projet facilitent le sentiment subjectif de vivre une succession de parties, relativement indépendantes et chaque fois excitantes, dont les planeurs pensent pouvoir sortir à tout moment, sans dommage, comme dans un jeu. Les moins de 35 ans entretiennent tout particulièrement la conviction qu'ils peuvent changer facilement de place. Ils affirment, surtout entre eux, ne pas se sentir attachés à leur poste, à leur emploi, leur employeur, leur pays, même à leur fonction, et pouvoir en changer à leur guise. Ils explicitent par des phrases autant revendicatives telles que « s'il m'emmerde, je pars ». Quand je m'ennuierai à ce poste, je changerai de boîte. Ou « ça fait 2 ans, et puis je change ». Cette croyance est confortée par les pratiques. Leur mobilité est effectivement importante, Guerrero et Hall en 2004. Cette succession de parties forme alors leur CV, leur réputation, leur trajectoire dans l'espace professionnel, à la manière dont les biographies des joueurs fournissent des précédents spécifiques aux interactions du jeu. Garfinkel en 2009, page 234. Le cadrage ludique permet donc un engagement important dans un poste, couplé avec un détachement notoire. Dans leur monde, les planeurs jouent une partie précise. Ils y sont engagés intensément, mais ils peuvent la quitter sans se retourner. Les organisations, les produits, les autres travailleurs, les transformations en cours et même les projets qu'ils ont lancés ne leur importent plus, tant ils sont happés par la partie suivante. C'est là encore une caractéristique fondamentale du jeu, que de croire à cette possibilité de quitter une activité en cours sans coût ni attachement. Y serait-on engagé corps et âme? Kailua en 92. Ainsi, la jonction contemporaine d'engagement fort dans le travail et simultanément de liquidité, Bowman 2007, par rapport à un poste, à l'emploi et même à sa propre action est-elle très nette chez les planeurs. Bien évidemment, les planeurs savent que leur activité a des impacts sur le monde. L'indifférence n'est jamais ni totale ni définitive. Paradoxalement, même, l'idée d'agir sur des grandes organisations, des produits, des marchés, fait partie des motifs de fierté des planeurs qui ont ainsi conscience de l'importance et de l'actualité de leur mission. Se pose alors la question du maintien dans le temps du cadrage ludique. Rappelons ce que Céline nous dit à propos des opérations de LBO. Elle profite à tout le monde. Cette affirmation ne serait sans doute pas partagée par toutes les personnes concernées par ces opérations particulièrement exigeantes en termes de profitabilité à court terme. Les salariés dont l'activité est intensifiée et rationalisée de manière souvent brutale, dont l'emploi est menacé, n'en profitent objectivement pas. Mais le point de vue de Céline est compréhensible dès lors que l'on invite à détailler ce qu'est le monde pour elle. Elle nous répond qu'il s'agit de ses interlocuteurs directs, ses collègues, ses clients,
ses fournisseurs. Son monde n'inclut pas celui des salariés, dont l'activité et l'emploi sont affectés par des opérations en capital qu'à l'orchestre. De la même manière que Céline, un DAF, un DSI, un responsable de marketing ont leur monde, construit par leur socialisation. Un consultant de 37 ans le résume avec une pointe critique, explicite. On entre dans le conseil pour apprendre des trucs, mais très vite, on se rend compte que c'est un monde clos. On n'a pas le temps de lire un livre, on est tous formés pareil, on applique des scripts, c'est la pensée unique. On fait des sandwich parties, ou, à la pause du midi, on va écouter un collègue raconter son projet avec des slides. On fonctionne en vase clos. Il n'y a jamais d'apport extérieur, on tourne en rond, on reste entre nous. Les planeurs vivent en effet quotidiennement dans des bureaux, des couloirs, des salles de réunion, parfois dans des trains, des avions, des hôtels. Autant d'espaces socialement sélectifs et clôturés. De plus, leur temps de travail induit que la plupart des interactions qu'ils ont dans une journée sont liées à leur fonction. Leurs échanges quotidiens ont donc essentiellement lieu du fait du contexte de leurs tâches avec d'autres planeurs. Le rapprochement entre planeurs fait en outre parfois l'objet d'une politique d'entreprise. Il prend la forme de parrainage, de jeux, de sports collectifs organisés le week-end, de séminaires de team building, d'espaces virtuels de camaraderie sur Internet. Les embauches par cooptation sont également pratiquées, parfois incitées par des primes, favorisant ainsi explicitement l'endogamie sociale. Compte tenu du temps passé sur leur lieu de travail, la socialisation professionnelle des planeurs liée à leurs tâches, à leur rôle, à leur carrière, à leur identité, Hughes en 96, est centrale de leur socialisation en général. Lorsque nous interrogeons des planeurs sur leurs choix maritaux et amicaux, nous apprenons qu'il s'agit presque exclusivement de planeurs qu'ils ont connus durant leurs études ou dans le cadre de leurs diverses expériences professionnelles. Ainsi, en dehors de leurs heures de travail, leur socialisation reste-t-elle majoritairement inscrite dans l'espace des planeurs ? Il n'est évidemment pas dans leur intérêt, dans ces rares moments hors du travail, d'aller chercher une compagnie critique de leur propre rôle. Ceux qui viennent de milieux sociopopulaires disent d'ailleurs la difficulté de parler de leur travail en famille. Ils ne comprennent pas ce que je fais. On parle pas de boulot, c'est mieux. Sans grande originalité donc, ces professionnels sont essentiellement socialisés entre eux. Cette socialisation ne procure que peu d'occasions de se confronter à d'autres représentations, à d'autres valeurs, à d'autres expériences, à d'autres mondes. Le cadrage ludique est alors quotidiennement conforté, simplement protégé par leurs relations professionnelles, familiales, amoureuses, amicales. Il dessine les contours d'un monde social, Strauss en 92, c'est-à-dire d'un périmètre avec ses joueurs, avec ses règles. Les rares planeurs qui vont chercher des liens en dehors de ce cadre, qu'ils reprennent des études, qu'ils intègrent un mouvement associatif, politique, socialement diversifié ou qu'ils partent en vacances avec des opérationnels, se vivent comme des originaux, des aventuriers intellectuels. Ces marginaux sont généralement considérés par leurs pairs avec respect, mais aussi avec une méfiance nuisible à leur carrière. Les planeurs savent pourtant bien que le reste du monde existe. D'ailleurs, une caractéristique importante du jeu est que on sait que l'on joue. Henriot en 89. Sans ce savoir-là, le jeu n'est plus un jeu. Le paradoxe est l'essence même de la notion du jeu, Batson en 95. Ce cadrage ludique est donc fragile, car arbitraire et artificiel, Bourdieu en 2008. Fondé sur une norme socialement construite, comme paradoxale. Rappelons aussi que Donald Roy en 2006 signalait que le jeu ouvrier n'était finalement pas si amusant, d'autant qu'il est tissé de conflits interpersonnels. En outre, ce jeu peut s'essouffler rapidement, dit-il. De même, les planeurs expriment parfois de la lassitude à jouer le jeu. Ils évoquent leur fatigue physique, un sentiment de superficialité un peu nauséeux. Ils expriment régulièrement haut et fort leur désir de faire quelque chose de concret, surtout d'utile. Ces doutes peuvent, à l'instar de Matthew Crawford en 2010, les amener à sortir du cadre, donc à quitter cette carrière. Comme nous l'avons souligné, ceux qui partent sont souvent ceux que leur santé tire hors de ce jeu-là. Le corps et ses mots jouent alors ici le rôle de corde de rappel, pour indiquer les limites d'un engagement démesuré dans une activité vécue comme ludique. Un capitalisme ludique. Le jeu, comme type de rapport à l'activité, s'est finalement invité à 3 fois dans cette recherche. Premièrement, nous venons de montrer que les planeurs trouvent des satisfactions dans leur activité, en maintenant, par une socialisation restreinte, un cadrage ludique de leurs tâches. Leur intérêt à tenir ce rôle de planeur, largement ambivalent, se conjugue alors avec un intérêt pour leur activité. Les dispositifs qu'ils produisent et qu'ils diffusent se veulent également ludiques.
Le jeu est utilisé comme moyen de motivation, d'enrôlement des travailleurs et des consommateurs. Cette ludicisation ou gamification du marketing, du management, consiste à mettre en concurrence des individus ou des équipes sur des scores quantitatifs. Les mesures portent sur quelques dimensions sélectives de leur être, de leurs actes. Elles alimentent des challenges systématiques où il s'agit de gagner sur les autres, ou sur soi-même. La métaphore sportive est régulièrement convoquée dans les discours, dans les symboles, pour donner un tour sympathique et innocent à cette mise en concurrence généralisée. Enfin, nous l'avons vu, une des réponses possibles à cet encadrement par les dispositifs consiste, pour conserver une activité opérationnelle vivante, à se mettre à jouer avec eux, à faire du chiffre, pour faire du chiffre, à exercer son intelligence sur la sophistication des procédés, sans prêter attention à ce qu'ils produisent, à se jouer des mots et des slogans qui tentent d'imposer un sens. En somme, cette ludicisation du management à 3 niveaux tend chaque fois à focaliser l'attention et l'effort des travailleurs sur la production de chiffres, sur le fonctionnement optimal des dispositifs eux-mêmes. Ce cadrage instaure une indifférence au hors-jeu, au point où ce que l'on fait du monde, et ce que l'on fait au monde, peut devenir secondaire par rapport à son évaluation du point de vue des règles du jeu local. Le jeu, comme stratégie fonctionnelle pour les planeurs, comme rhétorique managériale, comme défense face à l'ennui, caractérise donc finalement le capitalisme de ce début du XXIe siècle. Conclusion. Nous arrivons à la toute fin, ça y est. L'encadrement contemporain de l'activité dans les grandes organisations est caractérisé par une profusion de dispositifs. Des choses construites par des hommes qui instaurent un rapport social sans relation. Ce management oppose alors, mais sans les confronter, les représentants autoproclamés du réalisme économique aux tenants du réel. Loin d'être des outils que les hommes mobiliseraient à sa guise pour agir, les dispositifs s'apparentent plutôt à des machines, porteuses d'une vision en plan, d'un langage, d'une anthropologie, d'un rythme. En plus d'être une automatisation partielle de la production elle-même, ils tentent d'imposer des finalités, des procédés, des significations à l'activité humaine restante. Ils automatisent donc aussi le travail d'organisation, ils dictent des normes d'activité, plus qu'ils n'offrent d'en produire son cours, au risque de mettre le travailleur dans une position de pure exécution. Mais loin de supprimer toute activité, cette forme d'encadrement la déplace pour la centrer sur la machine managériale elle-même. Son entretien, sa sophistication, son bon fonctionnement absorbent alors les travailleurs bien plus qu'ils ne se sont tournés vers ce qu'elle produit, au risque d'un renversement des moyens enfin. Ce mode d'encadrement de l'activité humaine est porteur d'une certaine conception de l'activité et du sujet. Il s'avère être régulièrement erroné, et donc violent. Il fait alors l'objet d'une critique sociale massive, à tous les niveaux de l'organisation. Aussi, la prolifération de dispositifs ne découle-t-elle pas de la démonstration de leur qualité et de leur performance? Elle relève surtout d'un dynamisme social au cœur du travail de direction. Les dispositifs sont commandités par les dirigeants, nommés par les conseils d'administration pour réaliser une performance quantifiée puis vendue et mise en œuvre par des planeurs. Dans la division du travail de direction, ces derniers ont pris une ampleur démographique et un poids social nouveau. Ils sont mandatés pour orienter, sans la connaître, l'activité des travailleurs et des consommateurs en vue d'une accumulation infinie, dont ils ne bénéficient pas directement. Leur tâche semble donc de prime abord impossible et indésirable. Ils travaillent pourtant avec entrain. Il s'avère en effet que la division de leurs tâches, leur rationalisation, leur standardisation permettent aux planeurs de réaliser leur mandat. En outre, la construction d'un cadrage ludique rend leur activité non seulement supportable, mais surtout passionnante et amusante, au point qu'ils peuvent s'y engager sans compter. Ceux qui ne veulent pas ou plus jouer à ce jeu peuvent en sortir. Ceux qui restent ont pour mandat d'encadrer et d'orienter l'activité humaine des travailleurs, mais aussi, de plus en plus, celle des consommateurs et des citoyens. Et bonjour à toi, Gravity Tolassa. Bienvenue, tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent. Pose-toi, mets-toi bien avec nous, plante ta petite graine dans la forêt des fougères. On est en pleine lecture de sciences sociales, nous sommes sur le management désincarné par Marie-Anne Dujarier. Et on est à la toute fin, on est dans la conclusion qui finit et qui reprend tout ce qui a été évoqué dans l'ouvrage. Et c'est plutôt intéressant, ça montre que quand même le capitalisme c'est de la merde. Le monde du travail c'est de la merde.
et il faudrait bien remettre en question beaucoup de choses. Voilà. Pour réduire leurs coûts de production, les entreprises et les administrations publiques font en effet appel de manière croissante à l'activité productive fournie bénévolement par les consommateurs et les citoyens, considérés ici comme une force de travail innombrable, motivée, gratuite. Cette activité productive bénévole à but lucratif prend 3 formes principales, du Jarrier en 2014. Qu'il s'agisse de l'extension du self-service dans les gares, les supermarchés, les aéroports, les postes, les administrations, de la coproduction collaborative sur Internet, des techniques de captation, de fidélisation des clients, l'activité productive des consommateurs et des citoyens est scrupuleusement encadrée par les fournisseurs. Ils les managent pour obtenir d'eux qu'ils coproduisent avec justesse, efficacité, bonne volonté. Cet encadrement est lui aussi massivement réalisé par des dispositifs. Outre les dispositifs traditionnels du marketing, visant à orienter le comportement d'achat, et maintenant repris dans le secteur public, les dispositifs de coproduction se multiplient. Bornes électroniques, de billetterie, de transactions monétaires, self-scanning, répondeurs automatiques, sites internet, applications utilisant la géolocalisation, etc. Il s'agit là aussi de dispositifs de finalité, de procédés ou d'enrôlement qui encadrent quotidiennement, dans ce cas, l'activité des consommateurs et des citoyens, en leur disant ce qu'ils doivent faire, comment, pourquoi. Cette division du travail donne ici aussi une place sociale croissante aux planeurs, bien qu'elle les invisibilise. Et coucou Modolili, comment vas-tu? J'espère que ça va bien aujourd'hui, que tu te portes bien. Mettez-vous bien, installez-vous, prenez position dans le petit chat, prenez position dans la forêt des fougères. On est presque sur la fin, je pense qu'il reste plus beaucoup de pages, hein. Là on est vraiment fin. Et du coup j'essaye de speeder un petit peu parce qu'on est en VOD, donc en rediffusion pour YouTube. Et je vais essayer de faire pas trop long parce que j'aime bien faire des VOD de globalement 1 heure. Donc j'essaye un petit peu d'arriver vite pour après couper la VOD et plutôt passer en blabla avec vous. Bien merci, et toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis content, on est à la fin de ce livre là et ça faisait longtemps qu'on était dessus, donc je suis plutôt content. Et sinon ça va dans la vie de tous les jours, je suis plutôt très bien. Merci. Alors, les processus que nous avons observés dans les milieux de travail à propos de l'activité encadrée par ces dispositifs pourraient être transposés à l'échelle de marché et d'action publique. L'encadrement par les dispositifs offre tous les avantages de l'automatisation, de l'efficacité, de l'impersonnalisation pour traiter des situations standardisées et prévisibles. Il présente aussi les inconvénients de la maladresse, chaque fois que le plan n'est pas approprié à la situation singulière qui se présente vraiment. La conception de l'activité portée par les dispositifs de coproduction avec les consommateurs et les citoyens peut être elle aussi simpliste et finalement blessante. Surtout les dispositifs qui encadrent l'activité des consommateurs et des citoyens tentent eux aussi d'imposer des finalités, des procédés, des justifications à ce qu'ils font quotidiennement. Ce rapport social, consumériste, politique se déploie sans relation, invisibilisant les acteurs et les groupes sociaux et leurs liens d'interdépendance. Ainsi, le management des travailleurs, des consommateurs, des citoyens est aujourd'hui massivement désincarné. Pourtant, il est commandité, fabriqué, vécu au jour le jour par des hommes, par des femmes, en chair et en os. Ceux-ci éprouvent d'ailleurs intensément ce fait social dont ils sont les produits et les producteurs. Puisse cet ouvrage contribuer à faire mieux connaître les cadres sociaux de notre activité et outiller utilement notre manière de penser collectivement ce que nous faisons et voulons faire du monde. Et voilà, c'est fini. Et après, vous avez toute la bibliographie. Du coup. J'avais pas vu que je pouvais envoyer des fougères maintenant. Bah si, tu peux envoyer des fougères. Il y a plein d'icônes qui sont en train d'apparaître au fur et à mesure. On a Zonia qui est en train de bosser dessus. Yel fait autant que possible. Elle a pas mal de soucis, on va dire, de son côté, mais Yel travaille bien. Et on a nos emotes qui apparaissent peu à peu. Et ça, c'est quand même cool. Donc voilà, je vous mets quand même la bibliographie pour la VOD. Il y en a quand même quelques pages. Il y en a même genre beaucoup. C'est le principe d'un livre de sciences sociales, c'est qu'on ne sort pas les choses de notre chapeau comme ça en mode ouais, youpi, parce que j'ai dit ça et que j'y crois, c'est bon. Non, il y a des vraies références de plein de trucs. Pourquoi est-ce que on vous montre tel ou tel principe? C'est parce que c'est tiré d'études, d'articles, de travaux qui ont été faits à différentes époques par différentes personnes pour justement pouvoir retenir ce qui est concrètement réel, quoi. J'arrive pas à voir la facepalm là. Ah bon? Attends, je vais te la mettre en grand après plus tard. Mais du coup voilà, c'est la fin de l'article, enfin c'est la fin du livre.
Donc j'espère que vous avez apprécié pour vous sur Twitch, mais également pour vous sur YouTube, la lecture du Management désincarné par Marie-Anne, c'est ça Marie-Anne Dujarrier, en tout cas par Madame Dujarrier. Il me semble que c'est Marie-Anne, je sais plus, j'ai un doute. J'ai un doute certain d'un coup. Votre bibliothèque, ça va être plus simple. Oui, Marie-Anne Dujarrier. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui, petite fougère de YouTube. J'espère que tu as apprécié cette lecture et on se dit à très bientôt pour une prochaine lecture. Ciao, ciao, ciao.